Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Vous nous écoutez actuellement en direct du Golfe Royal Dar Salam où se déroule la 49e édition du Trophée Hassan II et la 28e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf. Cette année, ce sont 66 pointures de golf mondial qui s'affrontent pour le Trophée Hassan II qui est depuis 2010 une étape incontournable de l'European Golf Tour. La Coupe Lalla Meriem, pour sa part, connaît la participation de 108 golfeuses dont 5 sont marocaines, mais ce n'est pas tout. L'événement prévoit aussi un tas de belles choses, des compétitions spéciales jeunes et enfants. On vous en dira un peu plus dans un moment avec notre invité du jour. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors, installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Selma. Bonsoir Selma. Bonsoir, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, il serait très juste d'abord de commencer par présenter notre plateau, notre invité du jour, Maître Zine, vice-président de la Fédération royale marocaine de golf. Bienvenue sur l'hebdo. Merci pour cette invitation. On est très content de vous avoir. Et de l'association du Trophée Hassan II. Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous pourrez remarquer que nous sommes dans une très très belle installation au cœur du golfe de Dar Salam. Et pour ça, un grand merci à la Fédération royale marocaine de golf qui permet à Radio 2M, mais aussi à nos nombreux confrères d'autres médias, de suivre la compétition de si près, d'être vraiment au cœur de l'événement. L'invité. Alors, on a beaucoup de questions. Vous étiez avec nous là l'année dernière, Maître Zine. Absolument. Donc on est très content de vous avoir une nouvelle fois. Le Trophée Hassan II, c'est la 49e édition. Il est là depuis 1971, donc la moitié de siècle, il n'est plus très très loin. Comment ça se passe chaque année pour faire une édition qui se démarque de celle qui la précède ? Écoutez, c'est très facile. Vous n'avez qu'à faire le tour du parcours, poser la question aux professionnels qui viennent, et surtout les Américains. La plupart vous disent, franchement, on ne peut pas faire comme ça aux États-Unis. C'est quelque chose de très particulier, d'extraordinaire. Et ils nous félicitent tous. D'ailleurs, ils reviennent. Et vous avez le nombre de champions qui sont là. Ça démontre simplement l'attrait de cette compétition qui est aujourd'hui, sur le plan international, une des plus reconnues. Alors, vous nous aviez déjà confié sur l'hebdo qu'au tout début du Trophée Hassan II, lors des premières éditions, les plus grands joueurs du monde étaient seulement invités. Aujourd'hui, ils sont là, ils participent à la compétition, ils convoitent le trophée. Ça vous fait quoi ? Écoutez, d'abord, ça me fait revenir en arrière. Moi, j'ai commencé au golf quand le trophée a été créé par Sa Majesté Feu, Sa Majesté Hassan II. Et Sa Majesté a invité les plus grands joueurs de golf du monde. Ils venaient jouer ici, dans ce golf qui était prestigieux. Et pourquoi prestigieux ? Parce que ce golf a été conçu par un architecte d'exception, qui était le plus grand architecte de l'époque, qui s'appelait Robert Tan Jones. Et ce golf, pourquoi il est exceptionnel ? Parce que Sa Majesté a mis à sa disposition, enfin aux dispositions de Robert Tan Jones, un terrain. Il dit voilà, un terrain. Tout ce que vous voulez comme terrain. De combien d'hectares ? Hein ? De combien d'hectares ? Il y a 300 ou 400 hectares ici. Et donc, d'habitude, on dit à l'architecte, vous avez 50 hectares, 40 hectares, vous faites un golf. En général, en moyenne, c'est 50 hectares. Et on lui dit, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Carte blanche. Carte blanche. Et ensuite, on vous donne les fonds qu'il faut pour réussir 2 18 trous et un 9 trous. D'accord ? Et Sa Majesté a dit à Robert Trent Jones, faites le golf de vos rêves, le plus grand architecte d'histoire du golf. Faites les golfs de vos... Donc, il a fait Dar es Salaam.
qui est devenu, évidemment, un golf d'exception. Et quand Sa Majesté a invité les champions à venir, vous pouvez voir Ben Stewart, Lola Zabal, tous les plus grands champions du monde venaient. Et donc ces champions parlaient à la fois du Maroc, mais parlaient du golfe d'Al Salam, à tel point, et je l'ai dit souvent, que les Américains qui venaient en Europe, ceux les golfeurs, prenaient leurs billets pour aller à Londres, à Paris, à Madrid, à Rome ou à Milan, et certains s'arrêtaient à Rabat pour jouer au golfe royal de Dar es Salaam. Parce que c'était un des golfs, parmi les 2 premiers golfs du monde, les 2 meilleurs du golf du monde. Donc c'était un golf d'exception. Et donc après, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a décidé de ne plus payer, ces gens étaient payés pour venir, de ne plus payer les golfeurs, les champions, et de les inviter tout simplement. Ceux qui veulent jouer, jouent. Évidemment, comme vous savez, il y a des prix à gagner. Bien sûr. Mais ceux qui venaient à l'époque étaient payés sans gagner. Bon, celui qui gagne a toujours un prix. Donc aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs qui viennent d'eux-mêmes pour se bagarrer et voir lequel va remporter la compétition. Justement, quand vous les recevez, quels sont les retours généralement sur nos parcours golfiques? Alors, problème, je vais être un petit peu, comment dirais-je, c'est un peu prétentieux de vous le dire, mais quand on leur parle, ils nous disent, vous savez, vous nous posez des questions sur Dar es Salaam, le Maroc, mais vous n'ayez pas de comparaison. Ils me disent, vous savez, moi je suis américain, je ne connais pas des golfs comme ça. Ouais. Un pro me l'a dit hier, je vous jure que hier, il me l'a dit. Donc, sur le plan de l'organisation, c'est rare de voir une organisation parfaite. Les retours ne sont que positifs. Que positif. D'abord, l'accueil, vous voyez, vous êtes là, vous regardez vous-même comment vous êtes logé. Très bien, très bien. Et vous n'êtes qu'un exemple. Donc, on est tous contents de ces réactions et ça va de mieux en mieux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a de plus en plus de journalistes, de plus en plus de grands joueurs. Est-ce que vous pouvez nous citer certains de ces grands noms qui sont parmi nous cette année pour le trophée, pour la Coupe La Merim? Je n'ai pas la liste, mais je peux vous citer par exemple Duo de votre Lola Zabal. Il a gagné 2 fois le Master. C'est quand même pas n'importe qui. Chez les filles? Chez les joueuses? Ben, chez les joueuses, bon, vous avez la première joueuse mondiale qui est là, elle qui vient ensuite défendre le titre de l'année dernière, qui est américaine, et vous avez beaucoup d'Européennes, les meilleures Européennes qui viennent jouer. Vous avez, par exemple, Ernie Els, qui a remporté des tas de titres dans le monde et qui a gagné déjà le trophée Hassan II. Ernie Els est là, très heureux. Vous avez l'homme qui est toujours le cigare, qui est l'Espagnol qui est invité à titre exceptionnel dans le monde entier. Et donc, vous avez, ce sont des gens qui viennent d'eux-mêmes. Qui souhaitent venir. Qui souhaitent venir et que vous dites, non, on vient. Par exemple, certains, on discute, ils me disent, non, l'année prochaine, on vient. Alors qu'on n'est pas l'année prochaine. C'est vous dire la qualité quand même, à la fois du golf, de l'organisation et de l'accueil. On est quand même très fiers d'avoir des manifestations de cette envergure organisées chez nous, ici au Maroc. Alors, on va passer, Maître Zine, chez Amine. Amine qui va... Oui, Amine, c'est ce monsieur qui va poser la question. On dit souvent que le golf est un sport de riches qui est réservé à une certaine élite. On sait que vous n'êtes pas de cet avis, Maître Zine, puisque la fédération a longtemps œuvré pour la démocratisation du golf. On reviendra à votre regard sur le sujet, mais avant, Amine en a fait le sujet de sa chronique. Il n'y a rien, ça joue. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Exactement, Selma, en fait. On entend souvent que le golf est un sport de riches, comme tu le disais, un passe-temps pour des élites privilégiées qui font jouer sur des pelouses impeccables. Et là, on peut le voir sur ce magnifique parcours de golf Dar es Salaam, des greens qui donnent envie de paresser et de pique-niquer avec son amoureuse, en fait. Et en fait, on dit souvent que pour faire carrière et réussir dans ce sport, il faut absolument être né avec une cuillère en argent dans la bouche, de parents pétés de thunes, sinon si on veut le foot, la boxe, la cuisine ou le crochet. Et comme je voulais absolument vérifier cet axiome, je me suis penché sur l'histoire personnelle, Selma, des plus grands champions de ce sport, qu'ils soient hommes ou femmes. Et comme vous pouvez vous en douter, sinon je ne serais pas là à vous déblatérer mon histoire, leur parcours est souvent inspirant et prouve exactement le contraire. Que ce soit Tiger Woods, Ben Hogan, Annika Sorenstam, Lorena Ochoa, mais aussi le champion historique marocain,
Aucun n'est véritablement venu au monde avec un club de golf en or dans les mains. Ils ont réussi parce qu'ils ont cru à leur talent, beaucoup bossé, et eu un peu de chance, comme il en faut souvent dans le sport de haut niveau. Vous prenez Tiger Woods par exemple, il est souvent considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Lui, il doit son succès qu'à la discipline de fer que lui a transmis son père, qui est un vétéran de guerre. D'ailleurs, dès 3 ans, enfin ses 3 ans, Tiger Woods s'entraînait sur des parcours publics, en jouant parfois pieds nus, parce qu'il disait qu'il manquait d'équipement adapté. Et son truc depuis toujours, en fait, c'est la culture de l'effort, cédée par son père, et une obsession pour la perfection technique. Et quelle perfection technique, mon Dieu. Ben Hogan aussi, c'est une autre légende de ce sport. Lui a connu une enfance marquée par la pauvreté et la tragédie. Ben Hogan, en fait, est le fils d'un forgeron texan qui a perdu son père très jeune. Et c'est comme caddie qu'il a dû travailler pour manger, s'entraîner et encore et encore. Et au final, Hogan est entré au World Golf Hall of Fame. C'est l'un des plus beaux swings de l'histoire. Une mécanique parfaite qui le fera gagner dans les années 40 et 50, autant dire il y a une vie, 2 Masters, 4 US Open, 2 British Open et 2 PGA, ce qui était énorme pour l'époque. Alors, Jack Nicklaus, en revanche, était un peu plus nanti au départ, mais un monstre de boulot quand même. Et je ne pouvais pas manquer de citer celui qu'on appelait affectueusement The Golden Bear, l'ours d'or, l'homme aux 113 titres, je répète, 113 titres, c'est un peu l'équivalent de Messi Ronaldo actuel, et qui a aussi conçu des parcours, vu qu'on parle de grands architectes, et écrit quelques bouquins à la fin de sa carrière. Et chez les femmes aussi, même combat. Pour moi, Lorena Ochoa reste encore la sportive qui illustre le mieux cette idée qu'il ne faut pas être forcément gorgé de pognon pour réussir dans ce sport. Elle est née au Mexique dans une famille de classe moyenne, pas très pauvre mais pas riche non plus, mais par contre elle n'a jamais eu les ressources financières des grandes académies américaines. Et pourtant, ça ne l'a pas empêchée de devenir la première Mexicaine numéro 1 mondiale. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'avec une véritable volonté politique, des structures accessibles, éventuellement des bourses aussi, et beaucoup d'envie de travail, on peut aussi ouvrir la voie à des talents venus des milieux populaires et en faire des champions. C'est d'ailleurs le cas d'Annika Sorenstam, l'une des meilleures golfeuses de l'histoire, qui a grandi en Suède et qui a su profiter d'un système où le golf était abordable. Ou encore des légendes marocaines du golf, qu'ont été Mustafa Kharraz, Mohamed Mkroun et Younes Hassani, qui sont eux partis de rien, souvent caddies dans leur enfance pour certains, et entrés dans le panthéon de ce sport et donc l'histoire de notre pays. Le golf n'est donc pas forcément un sport de riches, pas seulement, mais des passionnés et d'accrocheurs qui ne lâchent rien, pour peu qu'on leur donne aussi un petit coup de main, bien sûr. Vous en pensez quoi, Maître Zine ? Ce golf, sport de riche ou pas ? Non, écoutez, c'est une façon d'aborder le problème qui est différente. Quand le golf est né, ce n'était pas un sport de riche. C'était à l'époque, en Irlande, on prenait un bâton et on tapait. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, on va mettre du gazon. Parce que taper la terre. Et puis, quand on a fait du gazon, effectivement, il fallait un terrain. Il fallait dépenser de l'argent. Donc, c'est les gens qui avaient les moyens qui ont commencé. Très bien. Ils ont commencé à jouer d'eau. On a dit, c'est les riches. Mais pour devenir champion, il ne faut pas simplement avoir de l'argent, avoir du gazon. Il faut s'entraîner. Il faut avoir du talent. Il faut être doué. D'où tous les meilleurs joueurs du monde viennent d'où ? Viennent du peuple. La plupart étaient soit des caddies, soit des voisins, soit des... Je vais vous donner un exemple très simple. Monsieur Stitou, qui était directeur du golf de Tanger, qui a créé à l'époque, à l'époque le golf de Marrakech, il était quoi ? Il jouait au ballon quand, à l'époque, le consul général de France lui dit « Tu sautes chez moi à la maison pour récupérer ton ballon, pour le punir, l'emmener et l'apporter sans sac. » Le consul de France jouait au golf, après jouer au golf avec ses copains, lui tapait des balles. Et vous dictionnez qu'il allait lui porter son sac. Un jour, le Glaoui est parti, il était là-bas la semaine, on dit « Mais prenez Stitou pour jouer. » Et Stitou est devenu un très grand joueur. Il a battu le consul général et tout, et il est venu à Marrakech. Et des cas comme ça, prenez par exemple Ida Omar, qui est actuellement un des meilleurs joueurs du golf. Vous savez où il habite. Et les Américains ont fait un film sur lui. Il habite dans un doigt, dans un petit... Il est devenu champion du Maroc. Il a joué avec le prince Moulay Rachid. Et prenez des cas, vous avez cité Macron, qui était de simples caddies, mais qui étaient doués. Dans le nombre de caddies qu'il y a, on prend toujours 1 ou 2 ou 3 qui sont doués. Et le golf les aide. Pourquoi il les aide ? Parce que le club a besoin de battre d'autres clubs. Oui. Et c'est comme ça que la plupart des grands joueurs, je dis bien dans le monde,
sont des joueurs, soit des caddies, soit qui viennent de conditions différentes. Maître Zine, on a parlé des grands noms du golf, des plus grands sportifs, des plus grands athlètes. J'ai une question à vous poser sur le nombre de licenciés qui a triplé, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Que fait la Fédération royale marocaine de golf pour encourager, pour faire en sorte que ce nombre augmente? Et puis, est-ce que ces chiffres, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous visez encore plus haut? Non, écoutez, quand son Altesse Royal Prince Moulay Rachid a pris la présidence de la fédération, on était 4000. Aujourd'hui, on est 8000 et on va devenir 10 000. Et on compte arriver à 15 000. Évidemment, j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus, que ce soit 10 fois plus. Mais ce que vous avez suivi, nous avons gagné le championnat d'Afrique en 2022. Il y a une Tissa Rich qui était championne, une femme championne d'Afrique. Les juniors étaient champions d'Afrique. Avec combien de joueurs? À l'époque, on était 6 000, 7 000. Contre qui? Contre l'Afrique du Sud. Depuis la création du championnat africain, c'est l'Afrique du Sud qui a tout gagné. La première fois de son histoire, où le Maroc, qui est un autre pays, a gagné. Combien il y a de golfeurs, d'après vous, en Afrique du Sud? 450 000. Combien de golf ils ont? 300, 400, contre nos 40 golfs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fédération a fait un effort de formation, a travaillé pour que les joueurs deviennent compétitifs. On les a envoyés en stage, on les a envoyés dans le monde entier pour jouer. Ils jouent maintenant en Asie, ils jouent en Amérique, ils jouent en Europe, ils jouent partout. Donc, indépendamment de la quantité, je peux vous dire qu'au Maroc, il y a la qualité. J'ai aussi une petite question. On parle beaucoup pour le golf de tout ce qui est aspect environnemental. Et avec la fédération, vous avez lancé ce qu'on appelle le Go Green. Donc, pour vraiment participer donc, à préserver l'environnement. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à le Go Green que vous avez lancé avec la fédération? Écoutez, c'est très simple. D'abord, le golf en lui-même, ce plan de l'environnement, c'est une zone de verdure. Une zone de verdure, d'abord, sur le plan écologique, c'est fantastique. Sur le plan du climat, ça vous donne quelque chose pour l'air, pour bien respirer. Donc, et nous, à la fédération, on a choisi de faire encore mieux, de faire que tous les greens, tout ce qui entoure le golf, soit de cette qualité pour qu'il apporte quelque chose à l'environnement. Et je pense que sur le Maroc, dans tout le Maroc, la plupart des golfs ont suivi les recommandations de la fédération. Parce que aussi j'ai appris que la fédération ne fait des compétitions que sur les golfs qui respectent, qui réutilisent les eaux usées et qui font ce genre d'initiative. Absolument. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des golfs qui utilisent des eaux traitées. Les 30%, la fédération ne met pas de compétition dedans, ils sont terminés. Mais les 30% restants sont en train d'avoir de l'eau traitée. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'Intérieur. En principe, en 2027, tous les golfs du Maroc seront irrigués avec de l'eau traitée. On en avait parlé l'année dernière, ici même au sein de l'Hebdo. On avait parlé d'une économie de 15 000 mètres cubes d'eau par jour, ici au golfe de Dar Salam, juste en utilisant les eaux usées. Absolument, absolument. Le golfe, comme vous le savez, effectivement, utilise beaucoup d'eau, mais l'accord qu'il y a eu entre Dar Salam et la ville de Rabat fait qu'aujourd'hui, il est irrigué, enfin depuis un certain temps déjà, avec de l'eau traitée. Tous les golfs de Marrakech, et ils sont à peu près une douzaine ou 14, sont tous irrigués avec de l'eau usagée. Donc c'est pas vraiment que l'aspect sportif du golf qui évolue, mais non, aussi toutes les choses qui l'entourent, tout l'écosystème. Absolument, c'est un ensemble. Vous savez, on est au Maroc, quand on pense au golf, on pense à l'environnement. C'est tout le Maroc qui est en jeu. Donc pour nous, c'est l'économie d'eau, on utilise l'eau traitée, c'est aussi la beauté du paysage. On a des gazons, on a des arbres. Mais c'est aussi la possibilité des gens d'avoir devant eux des paysages. Bien sûr. Donc sur le plan économique, c'est pas beaucoup plus cher qu'avant. Pas beaucoup plus cher qu'avant, mais ça rapporte, parce que j'aimerais revenir sur cet événement qui participe indéniablement au rayonnement du Maroc à l'étranger. C'est une certitude. Vous amenez des grands noms, les médias sont là, les médias de tous les pays, enfin un certain nombre de pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quantifier ce que cet événement, qui a donc un demi-siècle, apporte
à notre pays au niveau économique, au niveau du tourisme, pardon, au niveau donc du rayonnement global de notre royaume. Sur le plan touristique, maintenant, le Maroc est considéré comme un pays vraiment à tourisme golfique. Il a été élu destination africaine du tourisme golfique cette année. On a dépassé l'Afrique du Sud, où le golfe africain est né. Et deuxièmement, les recettes se sont multipliées par 10 en 10 ans. Et on n'est pas très loin de battre des records dans les années à venir. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des villes comme Marrakech où il n'y a pas de place pour jouer. Malheureusement, il y a 12 golfs. Mais dans les 12 golfs, ils sont tous pleins. Et maintenant, des vols directs un peu partout. J'ai même des vols directs qui sont venus des États-Unis. Et il y en a 2 qui sont allés jouer au golf. Parce que dans leur tête, venir jusqu'en Afrique et jouer au golf, c'est quelque chose d'aberrant. On va revenir sur ça avec vous, sur le sujet du tourisme golfique de manière un petit peu plus approfondie. Mais là, on va virer sur un tout autre terrain avec Safia. Alors, nos auditeurs fidèles, sans doute, ça va partir en cacahuète. Parce que là, au cœur du golfe Dar Salam, Safia Mjid ose poser la question. Le golf est-il réellement un sport ? C'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Tout d'abord, félicitez-moi, c'est la première fois que je rentre dans un golf. Félicitations. Merci. Ah mais non, pourquoi la féliciter? Bon, il aurait fallu qu'il vienne avant. Voilà, donc il fallait que je vienne avant. Je ne connais pas grand-chose à ce sport. Ah si, j'ai joué dans ma tendre jeunesse, mais sur une console de jeux vidéo, est-ce que ça compte ? Pas trop sûr. Bref, je connais Tiger Woods. Enfin, je connais plus ses déboires avec sa femme que son palmarès au golf. Mais là, ça compte quand même. Je l'ai vu passer à la télé, c'est vrai. J'ai vu des gens s'agglutiner derrière des barrières en attendant, dans un silence absolu, que le golfeur ou la golfeuse tape avec son club une toute petite balle pour qu'elle aille dans un trou. Et le public applaudit dès que la balle a été touchée. Quand le trou est visible, je veux bien. Mais quand il est à je ne sais pas combien de kilomètres, derrière des arbres, une dune et un lac, comment ils savent qu'elle a été bien frappée, cette balle? Bref, je dérape, mais je me contrôle. Pour moi, le swing, c'est un genre musical, pas un mouvement pour lancer sa balle. Bon, après, c'est toujours une question de hanche. Quand je vous disais que ma culture du golf est très restreinte, donc je me suis penchée sur la genèse de ce sport. Alors oui, c'est un sport, comme on le connaît aujourd'hui, créé par les nobles pour les nobles. Bon, après, au XIIIe siècle, l'activité sportive n'était pas la priorité de tous, c'est certain. Dans l'imaginaire, enfin dans mon imaginaire, les golfeurs sont riches, ça se passe dans des country clubs accessibles qu'aux hommes, avec des embonpoints, avec leur petite visière et un enfant caddie. Je vous avais prévenu que ce que je connais du golf me vient que des films. Alors j'ai fouillé dans les méandres d'Internet et d'études en études, j'ai découvert que c'est un sport. Oui, il fait travailler le cœur et l'endurance, bien sûr sans l'utilisation des petites voiturettes. À chaque parcours, les golfeurs marchent environ 9 km en heure, ça donne entre 3h30 et 5h30. Il améliore aussi les capacités articulaires, musculaires, l'équilibre et la coordination. Ce sport est également très bon pour la santé mentale. Il se pratique en plein air, cette immersion dans la nature est idéale pour lutter contre le stress et améliore l'humeur. Là, c'est bien pour toi, Amélie, pour améliorer ton humeur. Et l'articulation. La concentration requise pour chaque coup aide aussi à se déconnecter, une sorte de méditation active. Un sport individualiste. Que nenni mon ami. Le golf est un excellent moyen de tisser des liens, l'occasion d'échanger ou de faire de nouvelles rencontres amicales, avis aux chômeurs, voire même professionnelles. Bon, après toutes ces nouvelles informations, je ne me suis toujours pas très convaincue. Pour moi, le sport, ça doit être violent, c'est synonyme de sueur, de blessure, mais au moins, je comprends mieux les gens qui adorent ce sport et je suis même prête à me laisser tenter, mais à une condition non négociable. Je veux conduire une de ces voiturettes de golf. Maître Zine, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de la chasser d'ici aussi vite qu'elle est rentrée? Je vous autorise. Parce que pendant toute la chronique, je sentais que vous aviez quelque chose à dire. Vous êtes un peu de mauvaise foi parce qu'elle se rattrape sur la fin quand même. Au début, elle attaque fort, mais je pense qu'après, elle nuance et elle se rattrape très bien. Pour Safia, beaucoup de sports ne sont pas des sports. Je vais vous dire une chose. Le golf est un sport. Elle le dit à la fin. La preuve, il fait partie des Jeux Olympiques. Il n'avait pas un moment été pris, après il a pu être pendant un moment. Aujourd'hui, le golf fait partie des sports olympiques. D'accord. Mais il y avait le golf dans les Jeux Olympiques en 2024. Mais un moment, c'est-à-dire que la première fois il est rentré dans les Jeux Olympiques, il a été refusé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'un joueur qui était de couleur. Lâche l'affaire. C'est un sport. Lâche l'affaire. Non. Lâche l'affaire. Tu peux pas. Ça, vous enlevez le micro à Safia et ne connaît pas l'histoire du golf. Lâche l'affaire, Safia. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose.
on va continuer à parler du tourisme golfique. Le Maroc, bien sûr, comme on l'a dit, a été sacré destination africaine du tourisme golfique. C'est pas une consécration qui est venue du jour au lendemain. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail. À votre avis, qu'est-ce qui nous vaut ce titre? Vous avez dit qu'on a battu l'Afrique du Sud. Je vais vous dire, il y a 3 éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est qu'on a maintenant des parcours extraordinaires. L'Afrique du Sud n'a plus de parcours. C'est les mêmes. Ça ne s'est pas actualisé. Deuxièmement, l'Afrique du Sud, à l'époque, c'était l'Afrique du Sud, mi-blanche, mi-noire, qui dominait, qui avait des introductions dans le monde entier, maintenant beaucoup moins. Et troisièmement, la proximité. Nous sommes à côté de l'Europe. Nous sommes mitoyens à l'Espagne, qui est une réserve golfique extraordinaire. Et encore, on n'a pas encore vraiment agi. Parce que ce qu'il faut pour un golfeur, c'est 2 choses. Les golfs, on les a, mais aussi l'avion qui l'amène. Regardez à Marrakech. Vous avez des vols directs, je crois même le Groenland, j'en sais rien. Et les gens prennent l'avion qui est en vol direct pour venir jouer au golf. Voir Marrakech, évidemment, et jouer au golf. Donc, le Maroc est en train de devenir une vraie destination golfique. Parce qu'il y a de beaux golfs, parce que le climat est magnifique. J'ai joué la semaine dernière à Marrakech. Il y a un monsieur, sa femme et un couple d'amis avec lesquels ils ont joué avec eux. Ils ont décidé de rester encore une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait le soleil. Et parce qu'ils partaient à l'île où il faisait, je crois, 6 degrés ou 4 degrés. Donc il y a le climat, la proximité, il y a l'accueil. L'hospitalité, la culture, il y a la gastronomie. La gastronomie, tout ça fait que le Maroc est de plus en plus de monde. Est-ce que les touristes nationaux jouent un rôle important dans ce tourisme ou est-ce qu'on a principalement une clientèle étrangère? Non, le tourisme national joue un rôle, mais par rapport à la clientèle étrangère, c'est pas la même chose. La clientèle étrangère vient ici pour jouer, mais pour dépenser de l'argent. D'une manière générale, un golfeur dépense au moins 2 fois plus qu'un touriste normal, au moins. Au Maroc, il dépense beaucoup plus. Pourquoi? Parce que il achète des trucs, de l'artisanat. C'est un autre... Quand il vient à Bordeaux, quand il va à Lille, bon, il joue, il dépense le Greenfield, le cadet, le restaurant, mais ça s'arrête là. Tandis que quand il vient à Marrakech ou ailleurs, il va acheter autre chose qui n'existe pas chez lui. Donc on peut dire que l'apport touristique du golf est important. Maître Zine, au-delà du tourisme, vous qui portez l'histoire marocaine du golf depuis ses débuts, enfin depuis plus d'un demi-siècle en tout cas, comment est-ce que vous voyez les 10, 15, 20 prochaines années en ce qui concerne la jeune génération, la formation des cadres? Comment est-ce que vous imaginez les choses? Écoutez, je vous réponds tout de suite, la fédération fait tout pour former des cadres au golf. Les greenkeepers, les managers, on a formé pas mal. Grâce à l'intervention de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, on a formé des gens au Royal ancien, en Écosse. Des gens qui ont des diplômes, degrés très élevés, et qui sont de vrais pro de golf. Mais on a un problème. La moitié partent à l'étranger, et surtout au Moyen-Orient. Je vais au Moyen-Orient de temps en temps, je suis le vice-président des fédérations arabes. J'arrive dans un golf, je suis accueilli comme l'on. Ah, comment ça va? Je suis de Marrakech, je suis de Tanger. Vous trouvez beaucoup de Marocains. Beaucoup de Marocains que nous formons et qui malheureusement. Et que faut-il faire pour les garder selon vous? Écoutez, il faut les garder. Il y a 2 choses. La première, c'est de l'argent. Il faut les payer. Évidemment. Et la deuxième, il y a certains qui veulent changer, qui veulent aller ailleurs. Ça leur permet de voyager. Donc, mais maintenant qu'on forme de plus en plus, on a quand même beaucoup qui restent. Et vous aussi, vous accompagnez les joueurs de haut niveau, donc dans les compétitions. Comment ça se passe concrètement, cet accompagnement? Extraordinaire, vous savez. Les Marocains sont très fiers. Ils se comportent très bien. Franchement, je suis épaté par leur comportement. Et je peux vous garantir que c'est un exemple. Franchement, c'est un exemple sportif et je tiens ici à les féliciter. Alors justement, en parlant de ces joueurs, on a souvent l'impression que le golf est un sport individuel, mais dans les coulisses, les joueurs ne sauraient rien être sans une petite armée de l'ombre qui les épaule à tout moment, des caddies dévoués, des familles pleines de soutien. C'est exactement leurs histoires au sein de ce même golf de Dar es Salaam que Rimel est allé rapporter pour l'hebdo. On écoute. La Walkwoman.
Exactement, Selma. Cette semaine, je suis allée à la rencontre d'une golfeuse, mais pas que, parce que derrière chaque golfeur et golfeuse, il y a tout un petit monde qui vit l'aventure avec, parfois avec plus de stress que l'athlète lui-même. Et justement, ce qui fait la réussite d'un golfeur, c'est son talent, son travail, son argent peut-être, mais aussi son équipe. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Perrine Delacour, une joueuse talentueuse qui fait le Ladies European Tour. Mais attention, elle n'est pas seule dans l'aventure. Il y a ses parents, supporters de la première heure, qui est aussi entre fierté et stress sur le bord du parcours. Et il y a aussi le caddie. Alors officiellement, il porte le sac et donne quelques conseils stratégiques. Officieusement, c'est un coach mental et psy, toujours prêt à dégainer un bon conseil ou un mot rassurant quand la balle prend un peu trop de liberté. En gros, il porte le sac et parfois toute la pression du tournoi sur ses épaules aussi. Enfin bref, assez parlé, je vous laisse avec ceux qui font vivre cette aventure au quotidien. Voici un extrait de notre échange. Moi, c'est Perrine Delacour, j'ai 30 ans, je suis française et là, je suis venue au Maroc pour jouer le Lala Meriem trophée. Première fois pour jouer le trophée, pas première fois au Maroc. J'ai été faire les cartes du Ladies European Tour il y a quelques années. Moi, le Maroc, c'est toujours un pays que j'ai porté dans mon cœur parce que je trouve que les gens sont très accueillants, très gentils, très souriants. Et en plus, il y a le beau temps en plus, donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Et là, le fait de se dire qu'on est sur un parcours du roi, c'est quand même une chance inouïe. En plus de ça, on joue avec les garçons en même temps, donc c'est vraiment très rare et on a beaucoup de chance. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Planchard, je suis le caddie de Tiffany Arafi qui a eu l'honneur de recevoir une invitation ici à votre beau tournoi. Donc on est très content de pouvoir de nouveau y participer, c'est la 3e fois. On a reçu une invitation déjà l'année passée. Donc voilà, on aime beaucoup venir ici, l'organisation est top. Le parcours est super. On se sent comme chez nous un peu, on vient de la Suisse, la partie francophone, donc on se sent comme chez nous ici. Donc voilà, l'organisation et surtout le golf aussi qui est très bien entretenu parce qu'il n'y a pas tous les golfs qui sont comme ça. Nous sommes venus admirer les joueuses et surtout supporter notre fille qui est juste derrière vous. Qui débute sa saison sur le LET, après avoir fait du LPGA, vient sur le LET et s'enrichir sur le tour européen. J'adore le Maroc, j'adore les Marocains. On vient régulièrement jouer au golf pour la météo déjà d'une part, et puis le cadre est tellement fantastique et les gens sont tellement accueillants que honnêtement, quand elle nous a proposé de venir la suivre, on ne s'est pas forcé. Allez, mais ça fait vraiment plaisir quand même d'entendre. Ouais, ça fait plaisir. Et surtout, ce qu'a dit Perrine Delacour, elle dit un truc qui est tellement vrai, c'est que ce qui est unique dans cet événement, c'est qu'on a 2 compétitions, donc le trophée Hassan II et la Coupe Lala Meriem, qui se déroulent simultanément. Et je pense que le Maroc est l'un des rares pays à organiser un parallèle. Le premier pays à organiser en parallèle un tournoi masculin et féminin de niveau international. J'aimerais vous poser une question, Maître Zine. Vous avez écouté les témoignages. Qu'est-ce que vous en retenez? Si vous deviez en tirer 2-3 idées, quelles en sont les principales? Écoutez, moi, la seule chose d'abord pour laquelle je suis touché, c'est qu'ils sont contents. Ils sont revenus sur tous les éléments que vous avez cités. Ils sont contents. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas de la blague. Ils viennent de le confirmer. Ouais, on a eu la confirmation en live. Et deuxièmement, comme vous venez de dire, le Maroc était le premier à avoir fait les 10 European Tours et les ordres de champions. Femmes et hommes, c'est la première fois de l'histoire, à tel point que nous avons reçu des Américains qui nous disent comment vous avez pu réunir. Bon, c'est vrai que l'European Tour n'est pas en Amérique, c'est en Europe, mais eux, ils ont leur American Open, chacun joue. Mais ça doit quand même poser de sacrés défis en termes d'organisation, de logistique. Eh ben c'est ça le point fort du Maroc. C'est que le défi est là, mais on l'a relevé. Son Altesse Royale a décidé que ce soit la même semaine, les 2 compétitions. Et on a mis les moyens. On a mis les moyens. C'est quoi? C'est une question de toute logistique. On a mis la logistique qu'il faut. Les femmes, les hommes. Extraordinaire aujourd'hui, vous voyez une professionnelle, une des meilleures joueurs du monde qui habite Stockholm, avec un Américain qui vient de Kansas, qui n'ont jamais eu l'occasion de leur vie de se rencontrer. Réunis dans le même endroit. Qui se rencontrent, qui se parlent, qui prennent un verre. C'est fantastique. Fantastique. Et les résultats sont assurément là. On va revenir sur une actualité qui s'est produite en marge de cet événement. Donc, une convention de coopération a été signée entre la Fédération royale marocaine de golf et l'agence marocaine antidopage. Oui, c'est une signature
qui est très, très, très lourde de conséquences. Parce que le Maroc a toujours été très, très, très mal placé dans ce domaine-là. Non pas parce qu'il y a beaucoup de dopage au Maroc, j'en suis persuadé, mais parce que le Maroc était considéré comme un pays où on se dope. À tel point que... Mais d'où nous vient cette réputation? Là, le vient parce que les organismes internationaux vous disent, le Maroc, on se drogue, il y a peut-être quelqu'un un jour, et on se dope. Et puis, c'est devenu tellement dans l'esprit des gens qu'il est arrivé à des joueurs qui viennent en concentration au Maroc. Quand ils vont jouer ailleurs, on dit « Ah, vous êtes au Maroc, donc vous êtes dopé au Maroc. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a freiné cet élan. On leur a dit, pour le dopage, seuls les Marocains doivent, eux, contrôler les gens qui se dopent ou non. Sur le plan international, vous n'avez pas, il y a une équipe qui venait d'où? D'Australie, pour savoir si on se dope. On les a mis à la porte. On leur a dit, vous voulez pas que je vais les faire ici. Nous sommes là pour contrôler et pour vous donner un résultat. Est-ce que vous acceptez que nous, les Marocains... Ah oui, non. Donc, le dopage est un dopage simplement... Par exemple, le Maroc était sur la liste noire. L'athlétisme est sorti de la liste noire l'année dernière. Oui. Donc, ça veut dire qu'avant, on n'avait pas besoin de faire de recherche. Ah, le Maroc, dopage. Et c'est resté historiquement dans la tête des gens. Maintenant, on en est sorti. On est sorti de la liste noire et on leur dit, si vous voulez vraiment venez, contrôlons ensemble. Et concrètement, cette convention, elle stipule quoi pour la Fédération royale et pour l'agence marocaine quelles seront les modalités de coopération? C'est très simple. Aujourd'hui, quand il y a un dopage, on incrimine l'homme, le monsieur qui s'est dopé. Et si demain on apprend que le club est au courant et l'encourage, c'est le club qui va être rayé de la liste. Donc les sanctions sont là, les sanctions sont réelles. Oui. Sont à la fois contre le joueur, mais aussi contre son équipe. Et c'est l'objet de la signature de la convention d'hier. Et nous allons suivre de très très près tous les clubs du Maroc. Et chaque fois qu'il y a un club où il y a des dopages et ils sont au courant, on les élimine de toutes les compétitions. C'est très bien. Donc je pense que voilà, c'est des mesures qui vont contribuer largement peut-être à nous enlever cette sale petite réputation qui nous colle au dos. On le sait déjà, l'intelligence artificielle est en train de s'inviter dans tous les aspects de notre vie et désormais, elle s'invite sur les greens aussi. Selima va nous en parler de ces outils de l'intelligence artificielle censés améliorer l'expérience des joueurs. Fallait y penser ou pas? Fallait y penser ou pas, moi j'ai hâte d'avoir l'avis d'un homme comme vous, qui a un certain âge, avec tout le respect que je vous dois, l'avis que vous avez sur l'intelligence artificielle qui nous accompagne partout aujourd'hui. Et elle pourrait bien révolutionner ce sport. Safia, je sais que tu rêves d'avoir le swing d'Inès Laklalech. Pas besoin de t'entraîner des heures interminables, de traverser le globe. Peut-être direction, je te propose d'aller en Suisse, où un centre ultra technologique pourrait bien révolutionner ta pratique. Là-bas se trouve l'un des simulateurs de golf les plus réalistes jamais conçus. Créé il y a tout juste un an, il a transformé l'entraînement des athlètes grâce en fait à l'intelligence artificielle. Donc désormais en fait ils peuvent analyser des données qui sont invisibles à l'œil nu. Ajuster leur posture avec une précision vraiment quasi chirurgicale, mouvement, position du dos, des jambes, des hanches, rotation, autant d'éléments essentiels pour progresser. Et ce n'est pas tout, ce simulateur il permet de comparer même son swing avec les plus grands noms de ce monde, puisque l'intelligence artificielle a permis d'analyser donc le swing de Tiger Woods au début des années 2000, le swing de tel ou tel autre athlète. Et à ce rythme, on pourrait presque se demander si la machine ne finira pas par surpasser l'humain. Safia pense que le golf est réservé aux fortunés, mais avec l'IA, il pourrait bien se démocratiser et devenir plus accessible aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Et avec un tel outil, eh bien, on imagine que Peter Thomson ou encore Arnold Palmer auraient pu encore repousser davantage la limite de leur sport. Alors, fallait l'inventer ou pas. L'intelligence artificielle au service du golf, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est normal. Aujourd'hui, alors, monsieur, on a déjà Amine, qui est un gros sceptique de l'intelligence artificielle. Mais... Il veut voir l'intelligence artificielle nulle part. Non. Donc vous, est-ce que vous serez... Je privilégie l'homme sur la machine. Je vais vous simplifier. Elle vous aide
à améliorer votre swing. Il vous aide à voir vos défauts. Point barre. Mais l'intelligence, à part l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence de l'homme. Il y a la capacité de l'homme. Donc elle vous aide. Écoutez les sages. Écoutez les sages, les jeunes. Elle vous aide. Mais c'est un atout, pas plus. C'est un outil. Elle vous aide. Juste un atout. Est-ce que ça serait pas un petit peu tricher certaines choses qu'on apprenait à faire en foirant une fois, 2 fois et 3 fois? Maintenant, l'intelligence artificielle va les corriger. L'intelligence artificielle, on ne peut pas dire que vous trichez. Parce que l'intelligence doit être à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, vous apprenez le logiciel, il va vous dire ce que vous devez faire. Et puis ça fait partie de l'entraînement, c'est différent. Absolument. On ne va pas l'utiliser sur le. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il triche. Parce que comment vous savez qu'il est chez lui? L'intelligence artificielle, son ordinateur, vous lui dites, vous trichez chez vous à la maison? Donc vous dites oui à l'intelligence artificielle, Maître Zine? Oui. Oui. Allez, voilà. Merci. Allez, Amine. C'est bon, j'ai changé d'avis, je dis oui. Alors, Maître Zine, j'ai une question par rapport au trophée qui a bientôt 50 ans. Comment vous, qui l'avez vécu quasiment depuis le début, peut-être même depuis le début, vous le voyez évoluer à court terme, dans les 5 prochaines années, à moyen et à long terme? Qu'est-ce que vous le souhaitez? Comment vous le voyez évoluer? Mais d'abord, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point qui est quand même extraordinaire. Et on ne peut qu'évoluer. Aujourd'hui, chaque année, vous le constatez, on améliore le niveau des jeux, on améliore l'accueil, et bientôt, nous allons pouvoir être classés parmi les meilleurs pays du monde. Je dis ça sans honte. Et donc, nous sommes en train aujourd'hui de tout faire pour que le Maroc devienne plutôt un des pays les mieux organisés en matière golfique. On est sur le bon chemin. Sur ces mots, vous êtes très optimiste, Maître Zine. Toujours. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de vous voir si optimiste pour le futur. On vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Deuxième, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, en tout cas. Ça fait avec moi. Ah oui. Elle va être l'année prochaine. On vous donnera son nom, vous la bloquerez à l'entrée. Discrédit. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris quand pour les résultats? Quand vous voulez. Merci à vous, nos fidèles auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine.